Mes amis, bien le bonjour. Avant même cette tragédie de la Saint-Valentin 2013, M. Oscar Pistorius était connu en Afrique du Sud comme le loup blanc. Cet homme, sportif de haut niveau, était né sans pied. En réalité, toute la partie de sa jambe en dessous du genou était extrêmement mal formée. Il y a des os qui manquaient ou qui étaient présents qu'à l'état rudimentaire, de sorte que, assez jeune dans son enfance, il a dû être amputé. Loin de le bloquer ou de l'handicaper, ceci va lui donner une force de caractère, une force physique absolument extraordinaire. Il va la gagner aussi, cette force physique, par sa motivation qui est absolument hors du commun. Et il deviendra un sportif de haut niveau. Quand il va courir, parce que c'est là qu'il excellait, eh bien, il va avoir des prothèses. Et des prothèses qui ressemblent à des lames pliées d'une certaine manière, qui vont agir comme des ressorts. Et ces lames vont décupler sa force. À un moment donné, il va participer à des jeux avec des handicapés, et par la suite, il exigera même, et il obtiendra, de concourir avec des valides. Ceux-ci n'étaient pas d'accord avec lui. Il a dû aller en justice. D'où les remous que ça a fait dans les médias à l'époque, parce qu'il considérait qu'il avait un avantage avec ses lames. La réalité, c'est que quand une personne valide court, au moment où la jambe ou le pied touche le sol, eh bien, les muscles devront se déployer pour éviter à la jambe de fléchir et donc à la personne de tomber. Donc il va falloir arrêter ce mouvement-là. Et par la suite, un autre set de muscles va rentrer en jeu pour propulser la personne pour le prochain pas. Les muscles n'emmagasinant aucune énergie. Alors qu'avec ces lames, c'est pour ça qu'on l'appelait Blade Runner, avec ses lames, eh bien, quand il faisait une course, c'était boing, 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 et voilà, il est arrivé. Donc en fait, avec ses lames, chaque impact contre le sol, c'était une énergie emmagasinée qui était rendue, et puis lui rajouter une impulsion, d'autant plus que son corps était extrêmement léger, parce que les jambes, c'est lourd, donc quand il n'y avait pas de jambes, c'est quelqu'un qui pesait pas lourd, et qui faisait 1,60 m. Donc il pouvait courir extrêmement vite. On va arriver en 2012, et puis on a ce Pistorius qui est au sommet de sa gloire, mais qui a quelques problèmes de comportement, dirions-nous. Il a une fascination extrêmement malsaine pour les armes, et puis il les manie très mal. Il s'est rendu coupable à de nombreuses reprises, dont deux au moins ont été documentées et portées à la connaissance de la justice. Il est coupable de décharge négligente, comme on l'appelle, comme on dirait chez les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il a une arme, simplement le coup part. Une fois, par exemple, en novembre 2012, il roule dans sa voiture, des gens entendent un coup partir, et en fait, il venait de tirer à travers le toit ouvrant du véhicule. Le cas le plus grave a eu lieu en janvier 2013. Il était dans un restaurant, 200 personnes présentes, le restaurant bondé. À un moment donné, dans sa table, il y a un ami à lui, un boxeur, qui dit « J'ai un flingue ». Les hommes commencent à se le montrer, à le faire passer sous la table. Vous ne pouvez pas le flasher devant le public pour ne pas causer l'émoi que vous pouvez imaginer. Et à un moment donné, il arrive aux mains de Pistorius, et sur ce, il y a un coup qui part. Un des hommes va sentir une douleur dans sa jambe, il va courir à la salle de bain, et il réalise qu'en fait, la balle a tapé contre le parquet en bois, il y a des écharpes de bois qui ont giclé, et puis ça l'a touché au niveau de la jambe. Alors c'est superficiel, il y a du sang qui coule, il finira avec un pansement bricolé avec des serviettes, mais à un moment donné, le manager du restaurant vient à leur table et leur dit que la maison ne s'opposerait pas à leur départ. Donc ils sont virés du restaurant et l'information va remonter à la police. Donc on a quelqu'un qui est extrêmement bizarre dans son comportement. Sur ce, va rentrer en jeu une nouvelle personne, c'est la copine, cette fois-ci, de Monsieur Pistorius. Il a une nouvelle copine. À partir du mois de novembre-décembre, donc sur ses entrefaits, arrive Reeva Steenkamp. Reeva Steenkamp, également est connue en Afrique du Sud, parce que c'est une grande, blonde, plantureuse, qui prête son visage, qui prête son image à des marques. Donc en fait, elle fait de la publicité, elle pose, elle modélise, et puis on la voit souvent avec Pistorius, et ça fait un petit peu, on va dire, ils ont l'air de former un très beau couple, nonobstant le côté
femme trophée qu'elle peut représenter. C'est une femme très jolie, extrêmement voyante, n'est-ce pas? En tout bien, tout honneur. Et donc, Pistorius est très content, quelque part, de courir vers cette normalité. Et pour cette normalité, il lui fallait cette femme. C'était une pièce très importante dans son puzzle mental, d'avoir cette femme à ses côtés qui vient valider que finalement, il y a eu une victoire complète et totale, une full spectrum dominance contre son handicap. Le problème, c'est que, est-ce qu'elle a envie de jouer ce rôle? Nous sommes dans la nuit du 13 au 14 février 2013, ça fait à peu près 3 mois qu'ils sont ensemble. Ils sont dans sa résidence à lui, qui est dans un quartier fermé, un quartier sécurisé. Et à un moment donné, des choses vont se passer cette nuit. Quelque chose de terrible va se dérouler entre ce couple. Probablement, ce n'était pas l'entente cordiale. Il est possible que ce test, ce cap de la première Saint-Valentin de ce couple, va créer peut-être une sorte de pression ou va créer une sorte de point de bilan, quelque part. Il l'a peut-être entouré de considérations qu'elle n'était pas peut-être prête à accepter. On ne sait pas vraiment. On ne saura jamais la vérité. Est-ce qu'il a voulu proposer? Je crois que ça serait un peu tôt dans le processus, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a eu des propos de lui, d'elle, qui ont fait que la mayonnaise est montée cette nuit-là? Alors, on est au-delà de 3 heures du matin, on sait qu'ils n'ont pas dormi la nuit, parce que la dernière fois que Riva Steenkamp a mangé, il était vers 3 heures du matin, et à un moment donné, le ton monte, et elle va vouloir lui échapper. Alors elle trouve refuge où? Elle rentre dans la salle de bain, et après, dans la salle de bain, il y a une autre porte qui donne sur les toilettes. Elle rentre dans les toilettes, elle ferme la porte à clé, et reste debout, faisant face à la porte. À ce moment-là, Monsieur Pistorius ouvre un tiroir, prend une arme, un 9 mm, équipée de balles Black Talon. Alors c'est des balles fabriquées par l'américain Winchester. Elles ressemblent, quand on les regarde à la loupe, elles ressemblent à une sorte de pudding qui a à peu près 6 secteurs collés l'un à l'autre, avec un méplat vers l'avant. La balle est relativement plate avec une sorte de crevasse. Alors cette balle, elle fait quoi? Quand elle touche un humain, elle va s'ouvrir comme une fleur à l'intérieur. Elle va s'étaler, elle va s'ouvrir complètement. Et en fait, ces 6 morceaux vont former des lames extrêmement coupantes qui causent énormément de dégâts. Cette balle-là représente un produit pur et authentique du génie américain. Les chirurgiens, quand ils reçoivent aux États-Unis des blessés, quand ils reçoivent des gens qui ont été touchés par des balles, comme ils mettent dans leur dossier, les flics mettent GSW, eh bien, ils font très attention durant la procédure de chirurgie pour les retirer. Parce que si on les touche à main nue, on peut se blesser parce que c'est comme des lames, et il y a des chirurgiens qui ont été blessés par ça pendant qu'ils opéraient des patients. C'est ce type de balle qu'il y a dans son flingue. Il arrive vers la porte, et puis il va mettre le flingue à hauteur d'homme ou hauteur de femme dans ce cas-là. On est en train de parler d'à peu près 1 mètre. Le flingue est à peu près 1 mètre. Et il va ouvrir le feu sans hésiter. La première balle, elle va taper sur cette femme au niveau de la hanche. Elle sera touchée au niveau de la hanche. Mais malheureusement pour elle, ça ne va pas la faire tomber par terre. Si elle était tombée par terre, elle aurait peut-être eu ses chances. Elle va rester debout, faire face à la porte, et elle va mettre ses bras devant elle, en croix, dans une position de protection. Il va tirer un deuxième coup. Le deuxième coup traverse la porte, va ricocher à l'intérieur des toilettes, et puis la frôle dans le dos. Il tire une troisième fois. La troisième balle va taper au niveau de l'avant-bras. L'os est complètement éclaté. Comme dira plus tard un médecin, le bras, vous pouvez tourner 360 degrés. D'ailleurs, les médecins sont très péremptoires par rapport à ça. Ils disent que si elle avait, d'une certaine manière, survécu à ces blessures, elle n'aurait pas pu marcher à cause de la blessure à hanche qui avait éclaté le bassin. Et puis, elle n'aurait pas pu utiliser son bras à cause de l'os qui était complètement déchiqueté, qui n'était pas réparable. Il va ouvrir le feu une 4e fois. Cette fois-ci, toujours à peu près 1 mètre, mais comme elle est bien pliée, elle va prendre la balle au niveau de la tête. Même si nous sommes en Afrique du Sud et il y a 50 assassinats par jour et que les coups de feu, en pleine journée ou au milieu de la nuit, ne surprennent pas les gens, on est quand même dans un quartier sécurisé. Il y a
un médecin qui entend le bruit, il dit, ça vient de chez Pistorius, cette histoire. Il y a du raffut, remue-ménage, des cris, des coups de feu, tout ça. Et en plus, monsieur Pistorius, une fois qu'il est satisfait qu'elle ne bouge plus de l'autre côté, il n'entend plus de bruit, de mouvement ou de plainte ou autre, qu'est-ce qu'il fait? Il décide cette fois-ci d'ouvrir la porte. Alors la seule manière de l'ouvrir, c'est de la casser. Alors il ramène une batte de hockey, une batte en bois, et il commence à taper sur l'un des panneaux de la porte des chiottes pour le casser. Il finit par le casser, il passe la main de l'autre côté. C'est une force de la nature, cet homme. Il passe la main de l'autre côté, déverrouille, ouvre, elle est là par terre. Il la ramasse, malgré son handicap, il va marcher avec elle, descendre l'escalier, arrive en bas de l'escalier, la pose, et c'est là que le médecin va la rencontrer. Le médecin va tout de suite aller vers la victime, commence à chercher un pouls périphérique, il n'en trouve pas, il n'y a pas réellement de pouls. Elle ne respire pas, il écoute comme ça, non, les poumons ne bougent pas. Et puis après, à un moment donné, il soulève une paupière, met un peu de lumière. La paupière est complètement dilatée, elle ne bouge pas, les deux paupières, la pupille est dilatée, les deux pupilles sont dilatées de manière différente, ils ne réagissent plus à la lumière. Pour lui, soit elle est morte, soit elle est en train de mourir, il n'y a pas grand-chose à faire pour elle. Sur ce, arrivent les archers, arrivent les pompiers et tout ça, qu'on pouvait imaginer. Pour elle, elle est morte, point final. Il n'y a plus rien à faire. Elle avait 29 ans, elle vient d'être flinguée par Pistorius, qui avait 27 ans, en ce moment-là. Alors, c'est une grosse histoire qu'on pouvait imaginer. L'Afrique du Sud va se réveiller sur ça. Et le monde, en réalité. Lui, il est désolé, il dit que, voilà, il s'est réveillé dans la nuit, il a entendu un bruit dans les toilettes, il a immédiatement pensé à un intrus, quelqu'un. Lui, il est handicapé, il s'est senti diminué, il s'est senti vulnérable. Ni une ni deux, il a ouvert le tiroir, il a été prendre son flingue, marcher vers les toilettes, et il va dire, moi je vais te buter. Il a tiré, 4 balles. Une fois qu'il a fini de tirer, il a entendu une masse tomber. C'est là qu'il s'est dit, mais à propos, Riva, elle est où? Il a été voir dans la chambre, elle n'était pas là, il s'est dit, mais est-ce que je l'aurais pas flingué? Non, voilà, ça c'est sa version. C'est une version qui, en réalité, ne tient pas la route, parce que quand on est à la maison et qu'on entend quelqu'un dans les toilettes, dans la balance des probabilités, les 150 dernières fois que c'est arrivé, c'était quelqu'un de la famille. Et la moindre des choses, c'est aller vérifier avant d'aller flinguer les gens à travers la porte des gogues, ou la porte de la cuisine, ou le pare-brise d'une voiture. Il faut vérifier à qui on a affaire. Lui, sans sommation, sans rien, il vient, il tire. La justice semble le croire. C'est-à-dire que le tribunal s'oriente délicatement vers cette version des choses. Ça signifie on va le poursuivre pour homicide involontaire, donc on dirait en France sans intention de donner la mort vraiment, mais il l'a donné quand même, ce qui est quand même terrible, parce que là la peine est beaucoup plus légère, parce que si on avait retenu l'assassinat, il aurait fini sa vie en prison, alors que là c'est une affaire qu'il fasse quelques années et il sorte. On va aussi le poursuivre pour la décharge négligente, le défouraillage intempestif. Et puis on lui met 2-3 trucs comme ça dans la balance, juste pour le show. Et on engage dans un procès. Il y a des gens qui disaient à l'époque que vu sa fortune, vu sa célébrité, et ses avocats bien payés, ils disaient, non sans un certain sinistre jeu de mots, que M. Pistorius ne mettra jamais les pieds en prison. Qu'il sortirait acquitté. Et ceci aux grandes dames de la famille, qui n'avaient finalement que les yeux pour pleurer cette fille belle, magnifique, brillante, qui avait tout l'avenir devant elle, qui leur a été arrachée comme ça par un type qui a pété les plans. Et on se demande même si l'infirmité qui a frappé ses jambes n'a pas frappé, d'une certaine manière, sa tête également. Durant le tribunal, durant la durée des procédures, le gars a des réactions extrêmement spectaculaires, voire même théâtrales. Un jour, par exemple, il y a le médecin légiste qui vient, c'est une séance qui est obligatoire dans ce genre d'histoire, où il va décrire les blessures de la victime, et M. Pistorius commence à avoir un eau le cœur, puis après il commence à vomir très bruyamment, de manière théâtrale. À un moment donné, un des assesseurs qui demande à son avocat, écoutez, maître, il n'y a pas moyen de calmer votre client, quoi. Je veux dire, et là, en plus, il y avait un micro, et haut-parleur, un ampli, donc vous imaginez, on entendait ça depuis la rue. Donc, l'avocat, le conseil, va dire, écoutez, je suis désolé, je ne pense pas pouvoir le calmer, ça ne va pas, je ne vais pas pouvoir changer ça. Et puis ce qu'ils font,
Il décide de lui couper le micro, juste pour calmer les choses. Et puis on place entre ses jambes un bidon bleu en métal dans lequel il va vomir tout le long de la procédure. À la fin, il a été reconnu coupable. Il a été reconnu coupable non pas d'un assassinat ou d'un chef d'accusation extrêmement lourd, mais on a suivi à peu de choses près la grande ligne directrice de son discours. Oui, c'est dommage, il a cru que c'était un intrus, il est parti, il a déchargé son arme, et on va le punir pour la négligence. On va le punir pour la manière imprudente qu'il a utilisé son arme. Il s'est pris 13 ans de prison en 2017. Il a pris 13 ans de prison. Il est libérable normalement d'office en 2030, à moins qu'il soit libéré bien avant, si jamais il se tient à carreau en prison. Donc il pourra potentiellement être dehors dans les prochaines années. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine.